Mais à présent, pour commencer notre après-midi, j'ai la joie d'annoncer Monsieur Bertrand de Fédot, que je suis très heureux de voir ici. J'aurais aimé le côtoyer ici parce que pour le suivre, il faut le lire, il faut être à la radio, il faut être à la télévision. Et donc je l'ai suivi il n'y a pas longtemps sur RTL. Il est intervenu sur le débat sur l'entrée gratuite ou payante à Notre-Dame. Et j'ai beaucoup apprécié son intervention qui était claire. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand de Fédot, de nous faire l'amitié de vous joindre à nous. Vous êtes d'une formation de juriste. Vous avez beaucoup œuvré dans le monde de l'immobilier. Vous avez été président de la Fondation des Bernardins et vous êtes le vice-président de la Fondation du patrimoine. Votre livre en hommage au cardinal Lustiger m'a beaucoup intéressé et je le recommande à tous ceux qui sont ici et qui est le fruit de votre collaboration avec le cardinal Lustiger qui a beaucoup œuvré dans la construction des églises à Paris et surtout dans la fondation des Bernardins. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous donnons la parole. Merci beaucoup. Bonjour, mon père, merci de ces mots très aimables. Bonjour à tous nos amis vendéens. Et d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pas être physiquement parmi vous, mais je me dois de rester à Paris pour l'inauguration de la cathédrale, vous savez, qui commence en fait dès demain et qui m'a beaucoup impliqué dans notamment le montage des financements. Mais ce n'est pas le sujet que on m'a demandé d'aborder avec vous aujourd'hui. La question qui m'a été demandée de développer, c'est celle de la Fondation du patrimoine en tant qu'acteur majeur du patrimoine religieux de proximité non protégé. C'est un sujet important, merci de l'avoir choisi, d'autant que ce sujet s'inscrit fondamentalement au cœur de la mission de la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine a été créée il y a maintenant 25 ans pour combler un vide important dans le dispositif de protection du patrimoine en France, notamment tout le patrimoine de proximité et le patrimoine qui n'est ni classé ni inscrit à l'inventaire. C'est la vocation de la Fondation du patrimoine. Et quand on regarde le spectre des éléments de patrimoine que représente ce patrimoine de proximité, eh bien, on trouve au moins 50%, peut-être même un petit peu plus, du patrimoine religieux. Et donc, d'emblée, dès le départ, le patrimoine religieux s'est inscrit au cœur de la vocation de la Fondation du patrimoine. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est un chiffre que j'ai un certain plaisir à citer. En l'espace de 25 ans, la Fondation du patrimoine a contribué à la restauration de plus de 8000 églises en France, ce qui fait de la Fondation du patrimoine certainement le principal acteur, en tout cas sur le plan financier, pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Dans l'ensemble, la Fondation du patrimoine a aujourd'hui un budget qui approche les 100 millions d'euros par an. On peut dire qu'un peu plus de la moitié de cette activité est dédiée au patrimoine religieux. C'est donc extrêmement important. Un autre chiffre peut éclairer cette situation. Nous avons à l'heure actuelle, à la Fondation du patrimoine, nous supportons 2700 opérations de toute nature. Ça va du patrimoine rural au patrimoine industriel, les châteaux, les calvaires, 2700 opérations en cours. Et sur ces 2700 opérations en cours, 1600 concernent des églises. C'est vous dire si, lorsqu'on aborde cette question du patrimoine religieux de proximité, on aborde également le cœur de la mission de la Fondation du patrimoine. Alors, ceci étant posé, je voudrais essayer maintenant de qualifier, au fond, la situation de la France
par comparaison avec ce que nous pouvons voir à l'étranger. Cette comparaison, je la fais habituellement parce qu'il se trouve que dans mes activités au service du patrimoine, je suis très engagé au niveau du patrimoine européen. Je suis vice-président de Europa Nostra, qui est la structure qui fédère toutes les instances qui sont au nombre de 250 et qui s'occupent du patrimoine en Europe, ce qui permet d'avoir une vision un peu relative des choses. Est-ce que l'on peut considérer que la France est dans une situation particulière? Je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'on peut le dire à plus d'un titre. D'abord, la France a un maillage de patrimoine religieux qui est resté pratiquement intact. C'est une caractéristique que l'on ne retrouve pas dans la plupart des pays européens, que ce soit dans les pays scandinaves, dans les pays anglo-saxons, ou dans les pays qui ont été marqués par la réforme, où le mouvement de désacralisation a été relativement rapide et est en fait assez avancé. Vous voyez, il y a encore quelques mois, le comté de Fribourg en Suisse mettait en vente une quinzaine d'églises. Et donc, la particularité de la France, c'est que notre patrimoine religieux est resté très largement, très majoritairement affecté à son activité d'origine, c'est-à-dire son activité cultuelle. Et ça, je pense qu'il faut s'en réjouir, même si le nombre de ces édifices, effectivement, pose problème. Donc, partons de ce constat qui est positif, c'est que nous avons la chance d'avoir un maillage d'édifices religieux qui est pratiquement aujourd'hui intact. C'est une des conséquences d'ailleurs peut-être un peu inattendues de la loi de 1905, parce que ce patrimoine, de par cette loi, se trouve être dédié exclusivement au culte. Et c'est ce qui probablement l'a protégé de sa transformation en usage pas toujours très heureux, comme on le sait. Donc le point de départ est un point de départ qu'il faut considérer, qui est un point de départ positif. Nous sommes dans une situation où ce patrimoine est resté pratiquement intact. Le problème, c'est que la situation qui est devant nous et qui est urgente est extrêmement préoccupante. Elle est préoccupante parce que elle est prise au fond entre deux forces également vigoureuses qui concourent à poser un problème grave d'entretien de ce patrimoine. La première force, ou la première faiblesse peut-être, c'est la baisse de fréquentation très rapide de ces édifices religieux réputés dédiés exclusivement au culte. Et donc, cette situation de fait a abouti à la fermeture d'un très grand nombre d'édifices religieux. Et chacun sait que, comme pour une maison de famille, le jour où les volets sont fermés, où la porte est fermée, où l'édifice n'est plus aéré, où il n'y a plus personne pour voir s'il n'y a pas des fuites ou des dégradations, eh bien, l'édifice se dégrade à vitesse accélérée. Et donc ça, c'est la première raison qui nous préoccupe, c'est la baisse de l'utilisation. Et la seconde, qui renforce le problème, c'est que le phénomène de, au fond, restructuration assez profonde de l'organisation territoriale aboutit à ce que une même municipalité, fruit du regroupement de communes ou de fusion de communes, se trouve avoir à sa charge non plus une église ou deux églises, mais quelquefois 4 églises ou 5 églises. Et donc le problème se trouve aggravé par le fait qu'une municipalité ayant un nombre plus important d'édifices religieux à sa charge constate, avant de pouvoir prendre la décision de faire des travaux, que ces édifices ne sont occupés que très marginalement et quelquefois complètement fermés. Donc la situation de péril, elle est devant nous.
elle est devant nous et je pense qu'elle est à l'heure actuelle en train de s'affirmer de façon très, très, très préoccupante. Je vais vous donner un exemple très concret de ce qui peut se passer. J'ai été récemment dans une petite commune, environ 1000 habitants, et chacun sait, et beaucoup parmi vous ont des responsabilités municipales, qu'en gros, une commune de 1000 habitants, c'est un budget d'1 million d'euros par an. Ça fait à peu près 1000 euros par habitant et par an. L'église est à peu près fermée constamment. Le maire demande une étude à un architecte du patrimoine qui fait un très beau travail. Et cet architecte du patrimoine produit un document que j'ai vu qui fait une centaine de pages, très bien constitué, et qui fait un diagnostic intégral en soulignant deux éléments, des éléments qui tiennent à la sûreté, c'est-à-dire au péril, et bien évidemment un budget à la fin. En l'occurrence, on arrivait à un budget de 1,5 million d'euros pour une petite église, avec des considérations assez préoccupantes sur la situation de péril de cette église. Et qu'est-ce qu'a fait le maire légitimement? Il a dit, 1,5 million, je ne peux pas faire ça. Hein. Deuxièmement, je suis maintenant, au fond, devant un document qui est émis par un sachant, qui me fait état d'un péril, et en tant que maire, en tant que responsable, et même pénalement responsable, je me dois de fermer cette église par un arrêté de péril. Cette situation, elle survient de plus en plus. Et je dois vous dire que je vois s'accélérer à l'heure actuelle les fermetures d'églises qui font suite à des arrêtés de péril, alors que le point de départ était, au fond, le désir du maire et des élus de lancer les travaux pour entretenir ces églises. Voilà donc le diagnostic et la préoccupation que nous pouvons partager. Je sais que les minutes me sont comptées, je ne voudrais pas vous laisser devant un constat qui pourrait être par trop négatif. Et donc je voudrais terminer en évoquant les solutions que l'on peut essayer de mettre en face de cette situation de péril. Pour ma part, elles sont au nombre de 3. La première, c'est qu'il faut trouver des moyens financiers nouveaux. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, même si les solutions qui sont évoquées de façon quelquefois insuffisamment étudiées ne font pas forcément consensus. Je fais référence à l'entrée payante à la cathédrale de Paris, par exemple. Mais d'autres solutions sont possibles, et en particulier, vous savez que les pouvoirs publics ont ouvert il y a maintenant 1 an une souscription pour l'ensemble des églises de France. Cette souscription, elle a été prise dans la suite de la grande souscription nationale pour la cathédrale de Paris, dont je peux permettre de rappeler qu'elle avait été lancée au premier jour par la Fondation du patrimoine. Bon. Cette souscription, elle a déjà produit des effets qui sont quand même tout à fait significatifs, puisque nous avons recruté en l'espace d'1 an à peu près 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, pour vous situer les choses, ça correspond à peu près à la moitié de ce que, un peu plus de la moitié de ce que nous donne le loto du patrimoine par an, qui est de l'ordre donc de 30 millions par an. Et donc cette souscription, qui est assortie, si vous vous en souvenez, des mêmes avantages que ceux qui ont été accordés pour la souscription pour la cathédrale de Paris, est un élément intéressant qu'il faut probablement renforcer. Pour vous donner également quelques chiffres, nous avons fait le point sur cette opération il y a quelques semaines, et nous avons mis en valeur les 100 églises qui ont pu bénéficier de cette première phase de la souscription pour les églises de France. Et on note qu'elles sont quand même
caractérisé par des éléments qui peuvent nous intéresser par rapport au sujet que nous avons à traiter aujourd'hui. Sur ces 100 édifices, 61% ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, donc on est bien dans notre sujet. 55% sont fermés au public ou en péril. Et près de 50% sont situés dans des communes de moins de 1000 habitants. Donc, il faut renforcer ces éléments financiers par tout moyen, et je pense que c'est un sujet qui est devant nous. Deuxièmement, et c'est également très important, il faut s'attacher à la question de la réouverture de nos églises et peut-être même d'une façon générale à leur réappropriation par la population au-delà des convictions religieuses de chacun. Nous avons beaucoup travaillé à la Fondation du patrimoine sur cette question et nous avons en particulier lancé une opération qui s'appelle l'opération Sésame, Sésame comme Sésame, ouvre-toi, qui a pour objet d'attribuer des prix, donc un système de reconnaissance et de mise en valeur, à des initiatives que nous considérons comme particulièrement intéressantes et qui permettent de développer, d'accueillir dans ces édifices religieux des activités qui soient compatibles avec le primat cultuel de ces édifices et bien sûr avec l'esprit des lieux. Cette initiative est extrêmement intéressante. Nous avons accordé 11 prix en 2023, nous en avons accordé 15 en 2024 et la campagne 2025 est ouverte aujourd'hui. J'espère qu'il y aura beaucoup de projets qui viendront de la Vendée. En tout cas, nous les attendons. Ce qui est intéressant, c'est que cette initiative résulte d'un travail de fond. J'ai personnellement animé un groupe de travail pendant plus d'un an avec tous les partenaires concernés, c'est-à-dire à la fois les maires, bien évidemment le clergé, la Conférence des évêques de France, pour essayer de définir de façon très précise ce que pouvaient être ces usages compatibles. Et d'ailleurs, sur le plan de la sémantique, on est passé de la notion d'usage partagé à celle d'usage compatible. Et pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette formulation des usages compatibles? Parce qu'elle nous paraît mieux décrire une situation dans laquelle ce qui doit rester premier, c'est l'usage cultuel, et on doit trouver d'autres usages, d'autres activités qui soient compatibles avec ces usages cultuels. Au fond, l'idée, c'est de retrouver, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan caritatif, des activités qui, de fait, renouent avec l'esprit historique de ces édifices, qui sont fondamentalement des maisons communes, dédiées au culte, mais des maisons communes qui doivent permettre de prendre en compte les besoins humains de toute une communauté. Je n'ai pas le temps ici, parce que le créneau qui m'est assigné est trop court, de vous illustrer tout ce qu'on a pu faire remonter comme expérience. Je peux vous dire que c'est extrêmement passionnant et qu'il y a véritablement aujourd'hui des réappropriations d'édifices cultuels qui sont extrêmement respectueuses de ces églises et qui permettent de retrouver un flux d'utilisation de ces édifices et quelquefois même de réintroduire le culte dans des lieux qui avaient été complètement abandonnés. Ça, c'est le second aspect et je pense que vous aurez certainement dans ce colloque à en reparler. Et puis le troisième élément dans ces solutions d'avenir, c'est au fond une nouvelle manière d'aborder le problème de l'entretien et des travaux. Je pense que, en particulier, pour tout ce qui est des propriétés communales de nos églises,
il y a un travail d'assistance qui est très important à faire au niveau des maires et au niveau des conseils municipaux. Parce que aujourd'hui, le travail qui consiste pour un maire à examiner un document au demeurant très bien fait pour, sur un montant financier qui lui paraît inaccessible, déterminer ce qui est absolument indispensable, ce qui est le plus urgent, ce qui lui permet de faire sauter éventuellement les éléments de péril qui le pousseraient à prendre un arrêté de fermeture et de péril. Il faut pouvoir assister de façon technique les propriétaires et donc les maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, je pense qu'il faut introduire une nouvelle culture dans l'entretien du patrimoine et du patrimoine historique qui soit peut-être moins inspirée par le souci de la perfection qui incontestablement caractérise la tradition des monuments historiques et qui est très respectable, mais qui aujourd'hui financièrement aboutit à des investissements qui sont considérés comme inaccessibles. Il faudrait au fond trouver par rapport à nos églises un peu ce que nous savons faire sur nos maisons de famille, c'est-à-dire trouver le moyen d'assurer le clos et le couvert et que toute la famille réunie s'adonne à l'entretien, à faire la peinture, à nettoyer, etc., pour que ces édifices restent en vie à des conditions qui ne soient pas financièrement inaccessibles pour les propriétaires. Voilà les trois voies, je pense, qu'il faut travailler pour l'avenir et qui devraient nous permettre, sinon de traiter tous les problèmes, parce que je pense que ça serait trop ambitieux, en tout cas de traiter un grand nombre de problèmes et surtout de faire face à cette situation que je caractérisais tout à l'heure, qui est une situation véritablement de péril pour les années qui viennent. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que ceci me paraît ouvrir une voie de coopération avec des acteurs nouveaux, parce que très souvent, ce travail d'assistance ou même de montage de subventions, de convergence des sources financières se faisait au niveau des DRAC. D'abord, les DRAC ne s'occupent pas du patrimoine non protégé, ou très peu, et donc il faut trouver un moyen. Et je pense qu'il y a deux instances qui sont un peu prédisposées à le faire. Il y a les CAUE, qui sont des instances qui pourraient évoluer un peu dans ce sens-là, d'une façon peut-être plus proactive, et la Fondation du patrimoine, dans le cadre éventuellement de partenariat entre la Fondation du patrimoine et les CAUE. En tout cas, je ne voudrais pas terminer ici sans saluer l'extraordinaire travail de terrain que font les équipes de la Fondation du patrimoine, et notamment le délégué de la Vendée, donc je suis sûr qu'il est dans la salle, peut-être à nous écouter, et les 1000 bénévoles que nous avons sur le terrain. Nous nous sommes fixés cette année un objectif incroyablement ambitieux, qui est de doubler en 2 ans le nombre de nos bénévoles. Et pourquoi? Parce que s'occuper du patrimoine, ce n'est pas simplement un problème financier, c'est aussi un problème qui nécessite beaucoup d'engagement humain, beaucoup de qualité technique, beaucoup de dialogue, beaucoup de suivi, et que cette force humaine est probablement la clé de l'entretien de ce patrimoine religieux qui nous tient tant à cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. J'espère avoir respecté mon temps de parole, mais je reste à votre disposition si vous aviez des questions. Merci beaucoup.